Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clarisse Bard, je suis maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, dans le département qui forme au métier du livre, qui est le département documentation, archives, médiathèque et édition. Et donc, je vais évoquer aujourd'hui le droit de prêt en bibliothèque en partant du livre imprimé pour m'intéresser aux autres documents et supports. Donc, en fait, il y a une véritable dichotomie entre le régime de prêt des livres imprimés qui est posée par la loi du 18 juin pardon, 2003, et les autres documents et supports pour lesquels il n'y a pas de texte juridique et donc un certain flou et des pratiques qui ne sont pas forcément conformes au droit. Donc, je vais d'abord commencer par vous exposer donc le régime applicable au livre imprimé. Il a été posé par une loi du 18 juin 2003, qui n'est pas une initiative nationale du législateur français, mais qui consiste en la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne adoptée en 1992. Donc, vous noterez le décalage de 11 ans pour la transposition de cette directive, ce qui n'est pas du tout conforme hein, aux exigences du droit de l'Union européenne, mais ça a été un peu l'exemple extrême d'une époque où la France n'était pas très bonne élève dans la transposition des directives de l'Union européenne. Ça s'est amélioré par la suite. Alors, quand on parle en droit de droit de prêt, ce qu'on vise immédiatement, en fait, c'est la mise en place d'une rémunération pour l'auteur et l'éditeur au titre du droit d'auteur en contrepartie du prêt des livres imprimés par les bibliothèques. Donc, c'est un mécanisme, on va dire, donnant-donnant. Les bibliothèques ont un droit de prêter sur le fondement de cette loi et les auteurs et les éditeurs ont un droit à rémunération du fait de ce prêt. Les sommes collectées sont gérées donc tant pour la collecte qu'après pour le reversement aux auteurs et aux éditeurs. C'est le fait d'une société de gestion collective qui est la SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, donc qui, sur le fondement de la loi de 2003, a été agréée par le ministre de la Culture pour gérer ce droit de prêt. Le mécanisme s'organise autour d'un double financement parce que vous avez d'une part une contribution forfaitaire et d'autre part une contribution proportionnelle. Donc la contribution forfaitaire, elle est versée annuellement par l'État, hein, donc par les ministères de la Culture, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc elle se monte à 1,5 € euh, par inscrit en bibliothèque publique de prêt ou en bibliothèque associative ou privée de prêt, les bibliothèques scolaires, hein, les CDI étant exclus du dispositif, et 1 € par inscrit en bibliothèque de l'enseignement supérieur. Alors pourquoi c'est inférieur de 50 centimes pour en fait les étudiants? C'est parce qu'en fait chaque étudiant est inscrit automatiquement dans la bibliothèque de son université ou de son autre établissement d'enseignement supérieur. Donc ça fait un nombre de contributions forfaitaires très importantes à verser, ce qui explique que ça soit légèrement inférieur. Et à côté de cette contribution forfaitaire versée chaque année, il y a une contribution proportionnelle
qui, elle, donc, en fait, est calculée au fil des achats de livres par les bibliothèques, qui est supportée par les collectivités qui gèrent des bibliothèques accueillant du public pour le prêt. Donc, concrètement, principalement par les communes et les structures intercommunales pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques de structures intercommunales, qu'il s'agisse des communautés de communes en milieu rural, des communautés d'agglomération en milieu urbain, voire des métropoles. Alors pourquoi en fait cette contribution proportionnelle n'est pas supportée par les usagers, mais par les collectivités qui gèrent les bibliothèques? C'est parce que c'est pour rester en cohérence avec la philosophie et la caractéristique première de notre système de lecture publique, qui est la gratuité de l'accès aux bibliothèques, à leurs ressources, à leurs documents et aux activités qu'elles proposent. Donc la directive de l'Union européenne de 1992 laissait les États libres de faire supporter le coût du droit de prêt aux usagers, aux collectivités gérant les bibliothèques, et la France a fait le choix donc de ne pas l'imposer aux usagers. Donc cette contribution proportionnelle, elle est fixée à 6% du prix de vente public du livre hors taxe, qui, vous le savez sans doute, n'est pas le prix que payent les bibliothèques, vu que les bibliothèques bénéficient, dans le cadre de la loi Langue de 1980, d'un rabais de 9% sur le prix public fixé par l'éditeur, parce qu'elles sont acheteurs collectifs et il y a une mission d'incitation à la lecture. Donc 6% du prix de vente, que les bibliothèques n'ont pas à verser dans le cadre d'une procédure spécifique, parce qu'en fait, cette contribution de 6% est intégrée aux factures que leur adressent les fournisseurs de livres, donc les libraires, les grossistes, hein. Et donc, c'est intégré, c'est ajouté en fait au prix d'achat du livre. Et ce que doivent simplement faire les bibliothèques chaque année, c'est une déclaration à la SOFIA de l'ensemble de leurs achats de livres que la SOFIA recoupe avec les déclarations des libraires et des grossistes des ventes de livres qu'ils opèrent. Donc ça, c'est le financement du droit de prêt, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la SOFIA collecte les sommes qui ensuite vont être reversées aux titulaires de droit. Donc du côté du reversement, hein, donc de la rémunération des auteurs et des éditeurs, qui est le cœur de ce mécanisme de droit de prêt. La loi de 2003 a fait le choix d'une rémunération paritaire des auteurs et des éditeurs qui perçoivent donc chacun la même somme par exemplaire de livres. Mais en fait, cette rémunération des auteurs et des éditeurs ne représente que 90% des sommes perçues, parce qu'il y a 10% des sommes qui ont été affectées au financement du régime de retraite complémentaire des auteurs qui vivent essentiellement de leur plume, parce que ces auteurs, contrairement aux auteurs qui ont une autre activité professionnelle à côté de leur activité d'auteur et qui donc ont un régime de retraite complémentaire du fait de cette autre activité, ben, ces auteurs vivant essentiellement de leur plume n'avaient pas du tout de retraite complémentaire. Donc, ben, le législateur, en 2003, a profité de la transposition de ce mécanisme de droit de prêt pour prévoir ce financement du régime de retraite complémentaire. Voilà. Alors, sur les 90% des sommes perçues, donc reversées aux auteurs, aux éditeurs, je vous communique quelques chiffres. Cela représente 7
2,9 millions d'exemplaires achetés par les bibliothèques. Donc, ce sont les chiffres les plus récents, publiés en 2024 et qui correspondent à la mise en œuvre du mécanisme du droit de prêt en 2023. Hein. Donc, 7,9 millions d'exemplaires de livres achetés, qui correspondent à 408 000 titres différents, 66 000 auteurs différents et 2 600 éditeurs. Et au montant de cette rémunération paritaire, elle est de 1,61 € par exemplaire de livre, donc somme qu'il faut partager à parité entre auteurs et éditeurs, ce qui correspond à 0,805 euros euh, pour chaque auteur et chaque éditeur d'un livre acheté par une bibliothèque. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la rémunération tirée du droit de prêt n'atteint des montants significatifs que pour une toute petite minorité d'auteurs ou d'éditeurs, hein, parce que vu le montant par exemplaire, vous comprenez bien qu'il faut que soit acheté un très grand nombre d'exemplaires pour que la somme soit significative. Alors, ce mécanisme du droit de prêt des livres imprimés, il a été mis en œuvre à partir de 2007, première répartition par la SOFIA. Il a été bien approprié par, d'un côté, les bibliothèques, de l'autre, les libraires et autres fournisseurs. Donc, on peut considérer que c'est un dispositif qui fonctionne, qui a le mérite d'être inscrit dans une loi qui est claire, qui est voilà, bien délimitée et donc qui ne pose pas de problème juridique. Alors, en revanche, la question de la rémunération pour le prêt se pose de manière très différente pour les autres documents et supports prêtés par les bibliothèques. Pourquoi? Ben d'abord parce que donc la loi française ne couvre pas ces autres hypothèses. La directive de l'Union européenne de 1992 visait tous les supports de diffusion pratiqués par les bibliothèques, mais le législateur français, en 2003, a fait le choix de ne transposer la directive que pour le livre imprimé. Et donc, pour toutes les autres catégories de documents et de supports, ben, il aurait fallu prévoir des textes spécifiques qui organisaient le droit de prêt au sens ben, de la possibilité de prêter et de la mise en place d'une rémunération éventuelle pour les titulaires de droit. Il n'en a rien été, hein. En fait, il n'y a aucune loi en France ou aucun autre texte juridique obligatoire. On aurait pu envisager un décret ou un arrêté qui organise ce droit de prêt. Donc, ce que je vous propose, c'est d'envisager la question par catégorie de documents et de supports avant d'élargir un peu la réflexion à la question du partage de la valeur en matière de création artistique. Alors, si on commence d'abord par le livre numérique, hein, comment le droit français organise le droit de prêt des livres numériques? Alors, en fait, il ne l'organise pas vraiment. Et on peut constater des dissonances entre le seul repère juridique applicable et la pratique. Donc le repère juridique, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne
européenne du 10 novembre 2016, qui est connue sous le nom de décision Open Bar, parce que c'était voilà une des parties à l'affaire. Donc, dans cette décision de 2016, le juge de l'Union européenne a reconnu un droit de prêt en bibliothèque pour les livres numériques homothétiques sur le modèle de un exemplaire, un utilisateur, et pas du tout sur un modèle qui serait celui du prêt simultané de fichiers. Donc en fait, cette reconnaissance signifie que les États membres devraient mettre en place une rémunération pour le prêt des livres numériques en bibliothèque, mais seulement des livres numériques homothétiques, c'est-à-dire des livres numériques, soit qui sont le fac-similé du livre imprimé, où vous avez exactement le même contenu entre le livre imprimé et le livre numérique, ou soit qui ont quelques petits enrichissements, mais des enrichissements qui ne sont pas significatifs et qui donc font qu'on pourrait imprimer le livre numérique sans qu'il perde en fait son contenu et sa substance. Voilà. Mais hors livre homothétique, le droit de prêt ne s'applique pas. Bon, en pratique, il y a très très peu de livres numériques non homothétiques parce qu'ils coûtent cher à produire et il n'y a pas de modèle économique concluant. Donc, ce qu'on appelle le livre numérique enrichi, le livre numérique application, en fait, c'est très très peu développé. Voilà. Donc, on a une position juridique là, de la Cour de justice de l'Union européenne qui est très claire, reconnaissance en droit de prêt en bibliothèque pour les livres numériques homothétiques. Mais en pratique, on constate un véritable décalage, car en fait, les livres numériques en bibliothèque en France sont principalement proposés dans le cadre du dispositif PNB, prêt numérique en bibliothèque, qui repose sur des licences contractuelles euh, que les éditeurs proposent aux bibliothèques selon des schémas qui sont différents pour chaque éditeur. Donc c'est extrêmement disparate et ça veut dire que les bibliothèques devrait se voir appliquer le droit de prêt pour les livres numériques dans le cadre de ces licences qui sont négociées et conclues au niveau de l'éditeur. Donc en pratique, ça ne se fait pas, ça serait très compliqué. Et donc, on peut dire qu'en pratique, en France, il n'y a pas de rémunération euh, dédié pour le prêt des livres numériques en bibliothèque. Certes, c'est intégré dans PNB, mais d'une manière qui n'est pas du tout claire, individualisée et qu'on pourrait facilement identifier. Si on regarde le livre audio maintenant, donc la SOFIA a pris une position sur le droit de prêt des livres audio qu'on peut qualifier d'incohérente parce qu'en fait, la SOFIA procède à deux affirmations qui sont contradictoires. Dans sa présentation du mécanisme du droit de prêt, donc sur son site internet, elle affirme, c'est la formule exacte, que le livre audio est assujetti au droit de prêt en bibliothèque, mais qu'il est temporairement exclu de son de recouvrement. Donc c'est un temporaire qui dure, hein, vu que ça fait des années que cette affirmation est présente sur le site internet de la SOFIA. Mais en même temps, la SOFIA affirme par ailleurs qu'un livre dont le taux de TVA est réduit, donc à 5,5%, ce qui est le cas du livre audio, comme du livre imprimé et comme du livre numérique, mais qu'un livre bénéficiant d'un taux de TVA réduit doit être déclaré au titre du droit de prêt. Hein. Donc là, il y a une contradiction, il y a une incohérence, parce que d'un côté, la SOFIA nous dit pas d'application, et de l'autre, elle nous dit bah, si, il faut lui appliquer le droit de prêt. Alors, en pratique, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, les bibliothèques prêtent des livres audio euh, sans payer une rémunération spécifique lorsqu'elles achètent ces livres audio. Et donc, on est dans une situation de tolérance juridique, c'est-à-dire la tolérance, c'est lorsque une pratique n'est pas conforme au droit, mais qu'elle ne donne pas lieu à réaction et à sanction. Et en fait, cette tolérance et ces pratiques qui ne sont pas conformes aux règles juridiques normalement applicables, qui, sur le fondement du droit d'auteur, toute utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, donc c'est le cas de ces différents documents, doit donner lieu à autorisation par l'auteur ou l'éditeur et à rémunération. Il y a un décalage entre cette règle et les pratiques des bibliothèques. Donc, c'est la même chose pour les périodiques. Il n'y a pas de texte qui reconnaîtrait un droit de prêt des périodiques en France, mais on peut quand même remarquer que les bibliothèques paient pour la diffusion de la presse des tarifs collectivités, justement, qui sont supérieurs à ceux proposés aux particuliers, hein. Et donc, on peut se dire que par ces tarifs plus élevés, quelque part, les éditeurs de presse intègrent la rémunération pour le prêt, hein, mais sans que ça soit explicite. Si on regarde maintenant les CD et les disques vinyles, donc on peut d'abord remarquer qu'il n'y a pas de circuit de vente de CD et de disques vinyles qui serait dédié aux bibliothèques, hein, contrairement à ce qui se passe pour les DVD, j'y viendrai tout à l'heure. Donc les bibliothèques achètent CD et disques vinyles au même prix que le prix public. Et donc, comme il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas non plus de rémunération prévue pour le prêt de ces documents en bibliothèque. Et en pratique, on est dans la même situation de tolérance, hein, juridique que pour le livre audio. Donc on peut dire qu'en pratique, l'acte de prêter des CD et des disques vinyles est toléré dans les bibliothèques. Alors si on regarde maintenant les DVD, donc là, vous le savez sans doute, l'achat de DVD par les bibliothèques se fait dans le cadre d'un circuit dédié et pas du tout dans le cadre du commerce ouvert à tout le monde. Donc les bibliothèques achètent leurs DVD auprès de centrales d'achat spécialisées au premier rang desquels on trouve la DAV, hein, mais je vous ai mis d'autres exemples, Cola, CVS, RDM. Et ces centrales, elles négocient avec les éditeurs, distributeurs et producteurs audiovisuels les droits d'exploitation des DVD, dont le prêt à domicile. Donc là, il y a bien un mécanisme de rémunération du prêt des DVD par les bibliothèques, hein. Donc là est complètement identifié un droit de prêt des DVD aux usagers des bibliothèques avec les contraintes d'une utilisation qui doit être privée, hein, dans le cadre de ce que le droit appelle le cercle de famille, c'est-à-dire le cercle des intimes. Alors ça peut être des amis, hein, si on n'a pas de famille ou qu'on a rompu avec sa famille, mais on considère que ce cercle de famille n'excède pas une dizaine de personnes. Donc là, on a bien une pratique qui intègre le droit de prêt des DVD, mais on n'a pas un texte de loi, hein, ou un texte officiel qui reconnaîtrait explicitement ce droit de prêt des DVD, mais c'est déjà un progrès qui est cette rémunération prévue par rapport aux autres documents que j'ai évoqués préalablement. Dernière catégorie donc d'objets
prêtés par la bibliothèque, ce sont les jeux et les jeux vidéo. Donc là, on retombe sur une situation d'absence de fondement juridique à la pratique du prêt de jeux ou de jeux vidéo en bibliothèque. Donc cette pratique est réelle et importante. Ça fait partie des supports, des objets dont les bibliothèques ont ces dernières années considérablement développé la place en bibliothèque et les possibilités de prêt. Mais en fait, cette pratique s'est développée en dehors de tout cadre juridique. Donc, il n'y a pas de droit de prêter reconnu aux bibliothèques par un texte juridique en France pour les jeux et les jeux vidéo. Donc, comme il n'y a pas de cadre juridique, ben, on reste à la règle de base du droit d'auteur, c'est-à-dire que il y a obligation de négocier le droit de prêt pour ces documents parce que avant négociation, ben, c'est l'auteur et l'éditeur qui sont titulaires du droit d'auteur dans sa plénitude et ben, dans ce droit d'auteur, un des aspects, c'est le droit de prêt. Mais en pratique, donc, ben, cette situation qui n'est pas conforme au droit ne semble pas poser de problème parce que jamais un éditeur n'a attaqué une bibliothèque parce qu'elle proposait des jeux ou des jeux vidéo pour le prêt sans en payer le prix, hein. Il semble même que lorsque les bibliothèques se sont inquiétées auprès d'éditeurs de cette non-conformité juridique, elle n'ait pas reçu de réponse. Et donc, ça veut dire qu'en pratique, une bibliothèque qui serait très légaliste devrait ben, contacter les éditeurs de jeux et de jeux vidéo pour négocier le droit de prêt. Et elles n'ont les bibliothèques ni le temps, ni les moyens, ni les compétences pour se lancer dans une telle négociation. Donc, c'est pour ça qu'on reste dans une situation, en fait, de vide juridique qui devrait empêcher la pratique de prêt, mais qui, dans les faits, ne constitue pas un obstacle. Donc, vous voyez que à part pour le livre imprimé, pour tous les autres supports et documents, il n'y a pas de texte qui consacrerait une rémunération pour le prêt en bibliothèque. Il y a des pratiques donc, qui ne semblent pas conformes au droit d'auteur, tel qu'il s'applique en France. La seule pratique régulière semblant être celle applicable au DVD, où là, du fait du circuit d'achat dédié, spécifique, ben, la rémunération pour le droit prêt peut être intégrée. Euh, alors, après avoir passé en revue ces différentes catégories de documents et de supports, il m'a paru intéressant d'aborder la question du partage de la valeur en matière de création artistique et la question de la rémunération équitable des auteurs. Parce qu'en fait, euh, ce droit de prêt en bibliothèque renvoie à la rémunération des auteurs et des auteurs parce qu'ils sont à la base les titulaires du droit d'auteur sur les œuvres et donc titulaires des droits d'exploitation, et le prêt en bibliothèque étant une des modalités d'exploitation de l'œuvre qui est exprimée par le document ou le support. Et les éditeurs étant titulaires de droits du fait des contrats de cession par lesquels les auteurs leur confient l'exploitation des œuvres. Voilà. Donc,
on est là au cœur, avec ce mécanisme du droit de prêt, de la question de la rémunération de la création, et qui est une question qui est particulièrement délicate et qui aujourd'hui est au cœur des discussions juridiques relatives à la création artistique. Donc, ce droit de prêt en bibliothèque pose la question plus générale du partage de la valeur en matière de création artistique, c'est-à-dire comment vont être rémunérés les différents participants de la création artistique, que ça soit l'auteur, que ça soit l'éditeur, que ça soit le diffuseur-distributeur, le libraire et sont apparus en tant que revendication des représentants des auteurs, mais aussi ont été reconnus dans des textes juridiques, notamment au niveau européen, où il y a une résolution du Parlement européen de 2023, a été évoquée et mise en avant la notion de rémunération équitable des auteurs. Voilà. Et pourquoi cette revendication? Parce qu'on est dans une situation de paupérisation des auteurs. Les auteurs et autres créateurs connaissent majoritairement une situation financière dégradée. Pour ne donner qu'un chiffre, aujourd'hui, 30% des auteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Donc, cette rémunération n'est pas équitable, elle est insuffisante. Et il y a eu des propositions pour améliorer la situation matérielle et financière des auteurs qui, pour l'instant, n'ont pas abouti. Hein. Alors, on a, premier jalon très important en 2020, le rapport remis par Bruno Racine au ministre de la Culture de l'époque. euh, Rapport qui s'intitule L'auteur et l'acte de création. Et dans le sillage de ce rapport, des revendications très argumentées, très précises, très juridiques de la Ligue des auteurs professionnels, qui s'est d'abord constituée en association, puis qui a choisi, ce qui n'est pas du tout innocent, de se transformer en syndicat et qui donc exerce une pression sur le ministère de la Culture, sur le pouvoir politique, pour essayer d'obtenir une loi qui garantirait une meilleure situation financière aux auteurs. Et dans la même démarche, on peut remarquer qu'a été déposée très récemment, donc le 15 octobre 2024, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui vise à l'instauration d'un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources et qui vise en fait à mettre fin à la situation actuelle où les auteurs ne sont rémunérés que sur l'exploitation d'une œuvre qui est finalisée et qui est mise en circulation et ils ne sont pas rémunérés pendant l'acte de création. Donc ils sont rémunérés sur le résultat de la création en touchant un pourcentage du prix de vente du support de l'œuvre, mais ils ne sont pas rémunérés pendant qu'ils créent. Voilà. Et donc là, le dispositif qui est un peu proposé comme un modèle dans cette proposition de loi pour mettre en place une rémunération du temps de création, c'est le modèle des intermittents du spectacle, voilà, hein, qui est en vigueur depuis plusieurs décennies dans notre pays et qui donc pourrait servir de base à condition qu'il y ait une volonté politique de mettre en place les conditions d'une meilleure rémunération des auteurs, volonté politique qui, pour il puisse y avoir une mise en œuvre, devrait être celle du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement. Là, vous vous doutez bien qu'une simple proposition de loi, voilà, déposée par une députée n'a pas du tout de chance d'aboutir si elle n'est pas reprise
par les autorités politiques qui gouvernent. Donc, c'est aujourd'hui voilà, une question saillante, hein. Il y a des propositions. Donc, dans cette proposition de loi, c'est très précis, c'est très technique. Voilà. J'en profite aussi pour évoquer une question connexe, mais qui montre qu'en fait, la rémunération des auteurs et des éditeurs, ben, elle se pose comme question euh, par rapport à plusieurs supports et documents. C'est par rapport aux livres d'occasion, hein. Parce que dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2025, lors de l'examen à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été déposés par des parlementaires pour essayer de mettre en place une rémunération des auteurs et des éditeurs pour la vente du livre d'occasion. Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel du droit, il y a une rémunération sur la vente du livre neuf, mais une fois que le livre a été vendu une première fois, il n'y a pas du tout de rémunération des auteurs pour la revente en tant que livre d'occasion. Donc en fait, ces revendications montrent que il y a des revendications de rémunération sur des supports qui pour l'instant ne les prévoient pas. Cette réflexion, elle est d'abord partie de la réflexion sur le droit de prêt en bibliothèque des documents et supports autres que le livre imprimé. Alors, il y a une question sur les DVD utilisés en classe. Alors, là, on n'est pas dans le cadre du droit de prêt en bibliothèque, on est dans le cadre de l'exception pédagogique, donc qui a été posée en droit français par la loi du 1er août 2006, loi relative aux droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information. Et donc, l'exception pédagogique permet d'utiliser en classe des œuvres dans le cadre donc des enseignements, mais autant pour la musique, pour les œuvres littéraires, il peut y avoir non, autant, pardon, pour la musique, il peut y avoir une utilisation intégrale, autant pour les œuvres littéraires et pour les œuvres audiovisuelles, ne doivent être diffusés que des extraits. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, un enseignant ne peut pas diffuser dans sa classe un DVD en intégralité. Il ne peut diffuser que des extraits. Donc ça, c'est une limite. Alors, ça fait partie des règles qui ne sont pas parfaitement respectées. Après, il y a pas de contestation, il n'y a jamais de procès, il n'y a jamais de mise en cause d'un établissement scolaire par les titulaires de droit, parce qu'un enseignant ne respecterait pas cette règle. Mais là, on est dans un autre cadre, c'est pas le droit de prêt, c'est l'utilisation pédagogique des œuvres, à titre d'exception au monopole d'exploitation de l'auteur. Alors, il y a une autre question en ligne de Valérie Fournier. Lorsque les jeux Oui, ne sont pas prêtés mais uniquement utilisés sur classe dans la médiathèque, dans quel cadre rentre-t-on? alors en fait, nous sommes dans le même cadre de l'absence de règles juridiques, parce que les jeux, lorsqu'ils sont achetés, la bibliothèque ne paie ni pour leur prêt aux usagers, ni pour leur utilisation dans l'enceinte de la bibliothèque. Donc on est là aussi dans un cadre de tolérance juridique. C'est-à-dire que normalement, ben, il ne faudrait pas les utiliser sans s'être fait céder les droits. Mais en pratique, les bibliothèques le font et les titulaires de droits, les sociétés qui éditent les jeux, donc j'imagine que vous pensez notamment aux jeux de société, ne contactent pas les bibliothèques pour se faire verser une rémunération ou pour contester l'utilisation. La diffusion d'extraits audiovisuels à un groupe scolaire en bibliothèque est-il possible?
Euh, alors, ça dépend ce que vous visez par extrait audiovisuel. Si on est dans le cadre du DVD, comme on a le circuit dédié, là, il n'y a pas de difficulté. En revanche, si on n'est pas dans le cadre d'un DVD, mais d'un autre support audiovisuel, l'exception pédagogique ne s'applique qu'en classe. Elle ne s'applique pas en bibliothèque, même lorsqu'une classe vient en bibliothèque accompagnée de son enseignant qui va gérer la session. L'exception pédagogique ne s'applique pas en bibliothèque. Voilà. Donc là, ben, on retombe sur les règles générales que j'ai évoquées tout à l'heure. Pour le DVD, ça fait partie des droits négociés. Pour d'autres types de supports, on est dans le vide juridique.